Il est dit que toute bonne chose prend une fin. Et aujourd'hui, chers auditeurs et spectateurs, vous assistez à ma dernière émission de cette série de la critique de l'homme moderne, ou de l'homme du XXIe siècle. Vous l'avez observé, ou peut-être entendu si vous mettez en second plan, que j'ai utilisé différents supports. Et je vous invite aujourd'hui à trouver l'espace des commentaires, et vous-même à vous mettre dans l'exercice de soit critiquer, ou soit au contraire de favoriser, de féliciter l'homme moderne. Il y en a certains qui ont des enfants, et il faut être dans l'esprit critique. Il faut arriver à regarder le monde tel qu'il est, et voir soit une évolution, soit une régression. Que ce soit en droit, en connaissance, en technologie, en confort, allez-y. Positionnez-vous, et n'hésitez pas, comme je le disais l'autre fois, à récupérer tous les livres que j'ai cités, de Engels, de Simone Weil, de Karl Marx, ou encore de Louis Ribot. Le petit bonus pour ce jour, Mémoire d'un prof en résistance, l'après 68. Et Hayek, qui va grandement nous servir pour montrer la servitude. Les gens, est-ce qu'ils apprécient ou non cette forme-là? Vous pouvez vous procurer tous les livres, en librairie, ou si vous manquez de moyens, allez en médiathèque, bibliothèque. Je vous invite, si vous êtes curieux, à les prendre, parce qu'on a tous une perception différente du monde. Et peut-être que vous pourrez revenir dans les commentaires et être en contradiction. Me dire, ah là, tu t'es trompé, je ne vois pas le monde comme toi. Mon opinion est différente. N'hésitez pas à vous prêter l'exercice. On s'est arrêté à Engels, Robert Owen, à la page 54, lorsqu'on observait qu'il entrait petit à petit dans un mouvement de communisme et qu'il était désapprouvé de certains de ses pairs, voire de la majorité. Et il disait qu'il y a 3 grands obstacles pour faire une réforme sociale, voire carrément réformer la société. Il inscrit en premier lieu le problème de la propriété individuelle. Puis, il enchaîne avec la religion et vient conclure avec la forme actuelle du mariage. Actuelle, de leur époque. Puisqu'aujourd'hui, le mariage n'a plus aucun sens. On est passé au Pax, qui a petit à petit un peu saboté l'image d'aller se marier à l'église pour plutôt aller se rendre à la mairie, et nous amener à ces systèmes républicains, issus de la République, peut-être même de Platon qui sait, République 5, rappelez-vous ce que je vous disais. Favoriser l'homosexualité dans les gens du bas peuple, et au contraire l'hétéronormativité dans ceux du haut peuple. Bon, c'était dans République 5, c'est pas moi qui viens vous inventer des choses. Et la République, qu'a-t-elle fait? Elle est passée du Pax au mariage pour tous, à l'adoption des gamins après pour les couples d'hommes, et puis peut-être même à la PMA pour toutes, ce qui est déjà le cas, et à la gestation pour autrui. Donc transformer jusqu'au point de mon corps, mon choix, l'homme, la femme en marchandise. Mais ça, c'est la liberté de cet homme moderne, apparemment. Et de ce que nous disait Owen, on le retrouvait dans le livre de Ribot avec le rapport de M. de Villemain qui inscrivait « C'est dans l'ouvrage de M. Ribot qu'on trouvera l'histoire impartiale et piquante de ces plans de société et de religion nouvelles que nous avons vu passer près de nous comme un spectacle. C'est aussi là qu'il faut lire la vie plus sérieuse d'un réformateur étranger, auquel n'a manqué ni la force d'esprit, ni la ténacité d'espérance, ni la foi en lui-même, et qui, depuis de longues années, multiplie dans l'ancien et dans le nouveau monde ses efforts toujours impuissants pour établir une éducation sans culte, une société sans famille et sans propriété, un peuple sans gouvernement. L'orgueil, un orgueil illimité, est le droit divin de ces nouveaux apôtres, comme l'humilité était la vertu des premiers chrétiens. Eux, ils préfèrent y substituer le vice. Et cependant, les premiers chrétiens ont transformé le monde. Et le réformateur moderne, M. Owen, lui qui se proclame le favori de l'univers, n'a pu, dans la contrée la mieux choisie de la libre Amérique, loin de tout obstacle et de tout préjugé, fonder son système sociétaire et bâtir une ville sous le beau nom de Nouvelle Harmonie, sans voir aussitôt toutes les passions déchaînées faire de sa création un chaos,
d'où lui-même s'est enfui des premiers. Ce que l'on retrouve quand même, qui est incroyable, c'est que ce Robert Owen a voulu constituer une société, a échoué et s'en est échappé. N'a même pas essayé de la réformer de l'intérieur. Autre élément qu'on observe, c'est qu'il s'attaque à la propriété. Pourtant, être sédentaire, avoir son chez-soi, son côté foncier, c'est le cas depuis le début de la civilisation. Sataluyuk, Jéricho, Ur, Uruk, Babylone, et on peut en citer bien d'autres qui sortiraient après de la Mésopotamie. Ce qui signifie que si on s'attaque à la propriété, en fait, on attaque la civilisation même. Mieux répartir, faire attention, c'est différent que de s'attaquer aux droits de propriété. Et dedans, on retrouve également une éducation sans culte, parce qu'ils veulent imposer un nouveau dogme. Donc ils substituent quelque chose de nouveau. Et ça, on devrait l'accepter, nous. Comme, rappelez-vous, le symbole chrétien. Je parle de l'arc-en-ciel. La promesse entre Dieu et Noé. Plus jamais il n'y aura de déluge. Qui se retrouve aujourd'hui utilisé en drapeau comme une luge pour aller comme ça descendre la pente, ni plus ni moins que celle de la perversion. Alors après, chacun voit midi à sa porte ou minuit. Ça, c'est vous qui désirez. Moi, en l'occurrence, je vois midi quand le symbole est utilisé par la chrétienté et je vois la nuit des ténèbres quand il est utilisé par d'autres mouvements qui veulent en plus se rendre dans les écoles et saboter les gamins. Au nom de la liberté, dire à des petits « ne t'apprécie pas comme tu es. Tu n'es pas un garçon dans ta tête. Hein. Plutôt, voyez-vous, dans ton psychisme, dans ta santé mentale. Non, t'as pas envie de te changer, t'es sûr ?» Et petit à petit, comme ça, ils viennent à leur mettre des doutes, ils viennent à les troubler pour les modifier, répondre au marché et à leur ambition de réformer la société. Nous subissons des attaques de toutes parts. Nous devons donc faire en sorte d'émettre une critique tout à fait argumentée, audible, et pourquoi pas simplifiée pour l'accès aux plus jeunes générations. De ne pas sombrer dans des mouvements de société orchestrés comme on l'a vu par la Fabian Society, par le Tavistock Institute, par d'autres encore qui sont en dehors de ces sectes-là et qui veulent saboter l'être humain. Soi-disant, ils luttent contre le marché alors qu'ils le favorisent. Et on l'a très bien vu. Puisque c'est ces gens qui veulent s'attaquer au capitalisme, mais qui laissent des bernaises berner les gens. Les entends-tu? Torch of Freedom, elles pensent avoir acquis la liberté alors qu'elles sont en train de se polluer. Mais tu ne peux pas les attaquer puisque c'est un droit pour elles. L'hypersexualité, c'est pareil. Et les femmes ont pensé s'émanciper, certains hommes également, alors qu'ils n'ont fait que se transformer en produits de marché, consommer les uns les autres. Et il en est de même pour la continuité de ces réformes sociales. On l'a dit, Pax, mariage pour tous, droit d'adoption, PMA pour toutes, et on arrive à la GPA. Tout ça entre dans l'ordre marchand. Les gamètes deviennent quelque chose que l'on peut vendre, de ses cibles. Les enfants, les embryons peuvent être stockés, détruits à la guise des dépistages préimplantatoires, prénatales, qui par les batteries de test verront s'il y a des maladies ou non. S'il y a un risque que cet être en devenir ne soit pas dans la norme, ou en tout cas dans le projet, puisque maintenant on appelle ça un projet parental. Et tout ça mènera à mon autre série d'émissions de l'ultime transgression du transhumanisme et du posthumanisme. D'accord? Je vous invite là à écouter la suite, puisque j'avais mis la page numéro 34, où l'on voit que ces socialistes, en faisant péricliter nos sociétés, viennent à vouloir imposer un bien-être commun, mais non pas défini par la masse, par eux, par leur projection. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la sociologie, ils ont été là échanger avec les gens, ils ont vu ce qui n'allait pas dans la société, et ils s'en sont fait une conception qu'ils veulent imposer. C'est les antifas qui deviennent fascistes. C'est les socialistes en soi qui viennent détruire le droit de tous. C'est au nom de l'égalité qu'on vient finalement à s'effondrer. Et c'est encore en cette image-là que l'on arrive à la toute-puissance publique, à l'exercice d'une tutelle presque universelle, arbitraire, sur bien des points, et impraticable dans l'ensemble. Tous ces systèmes complets ou partiels, issus des spéculations socialistes, ne sont guère, malgré leur prétention à la nouveauté, qu'une forme nouvelle de cette longue exploitation
contre laquelle se sont armés nos pères. Étudiés dans leur mouvement historique, voici ce que présente l'effet de cet ordre. Toute délégation de pouvoir s'est montrée jusqu'ici féconde en abus. Délégation aux souverains, délégation aux castes, délégation aux assemblées, délégation aux agents administratifs. Au lieu d'étendre ces délégations, tout conseille donc de les limiter autant que possible et de n'aliéner en matière de droit que ce que l'on peut, sans danger, sans inconvénient, exercer soi-même. De là, cette conséquence que la plus grande latitude doit être laissée à l'initiative individuelle, en imposant aux droits de chacun d'autres servitudes que le respect du droit d'autrui ou de la communauté. Quand ces droits sont violés, la loi sévit et dans cette force pénale se trouve à la fois le frein et la sanction de liberté. Ainsi parlent les principes. Voyons maintenant les faits. Les nations les plus glorieuses et les plus puissantes sont celles où l'initiative de l'individu s'exerce avec le plus de latitude. La communauté profite alors du jeu accordé à l'activité de chacun de ses membres. Je ne conteste pas que cette prise de possession, que cet avènement à la majorité, qui sont des faits récents dans l'histoire des peuples, n'ait donné lieu à de nombreux écarts et n'ait été signalé par quelques désordres. Il est rare qu'on ne commence pas par abuser des choses avant que d'en jouir. Mais en même temps, on a pu remarquer et constater que l'éducation individuelle s'améliore par une longue pratique de la liberté et que cette latitude d'action exercée à l'envi naissent des sentiments d'ordre, de sagesse, de prévoyance et de sagacité réciproque, qui ne seraient jamais développés sous l'empire d'un régime préventif ou d'une tutelle administrative. C'est ainsi que les passions déréglées s'apaisent, que les esprits s'élèvent, que les caractères se forment. Les frottements ne sont pas toujours inoffensifs, mais peu à peu, les aspérités s'y émoussent. N'est-ce pas là, d'ailleurs, une loi à laquelle nous sommes tous sujets ? Avant d'arriver à la maturité, ne faut-il pas franchir l'orageuse période de la jeunesse ? Et là, nous pouvons faire un appel à ces gens qui demandent plus de démocratie, l'écoute du droit des minorités, s'adapter au bien commun. Mais qui aujourd'hui, lorsque la masse vient par exemple à exprimer un ras-le-bol de trop d'immigration, d'insécurité, de mauvaise gestion administrative, de dépenses hors du commun, d'associations qui abusent de leur position, et de d'autres problèmes encore, les crises du logement, le mauvais accès à l'alimentation, l'hôpital qui s'écroule. Mais que quand tu es à droite et que tu te saisis de ces sujets, que tu viens expliquer qu'il y a certaines coupes budgétaires qui vont être à faire, la gauche, directement, brandit encore une fois la pancarte de « mes droits ». Donc, les lois doivent leur servir. C'est les mêmes qui veulent une sorte d'union populaire, c'est-à-dire en fait l'écoute de tous. Mais ce qui est étrange, c'est que quand Asselineau ou d'autres appellent à des référendums d'initiative citoyenne, qui pour ma part, comme je l'ai déjà dit, devraient être poussés. Pour avoir des réformes à l'initiative du peuple et donc un vote conscient et libre, il faut aiguiller les gens, organiser des rassemblements d'experts pour, contre, intermédiaires, et qui permettraient en fait que tous les participants, tous ceux qui ont assisté à ces confrontations d'esprit en viennent enfin à pouvoir se positionner rationnellement. Pas juste par sentiment, émotion, le côté du pathos, où ça ramène toujours à une forme un peu socialiste de belles déclarations mais aucune action, aucune réalisation possible. Et c'est là leur problème. Et lorsque justement on rentre dans ces processus de la voix du peuple, quand ça ne va pas dans leur pensée, ils deviennent fachos. Pourtant, la droite, quand par exemple elle observe qu'il y a une majorité aujourd'hui qui est socialiste, une gauche qui est prégnante, qui impose en plus son dogme, certes, elle se met en colère, mais elle ne sort pas dans la rue à tout cramer. Elle respecte. Elle ne va pas dans des bars les détruire parce que ça appartient à des gauchistes ou parce que des homos sont dans tel bar. Ça n'existe pas. Il y a que ces antifas qui ont un comportement de fasciste. Ces gens qui en plus aujourd'hui en ont tellement une haine des nôtres, voyez-vous, et préfèrent les autres, qu'ils s'attaquent même au drapeau. Pour eux, avoir un drapeau bleu, blanc, rouge, donc le drapeau de notre pays, c'est être un facho.
L'afficher à sa fenêtre, c'est directement consulté, vu comme une provocation. Voilà qui sont ces petits démons. Ces petits gauchistes qui soit sont fils de bourgeois, soit sont de la plèbe, comme on pourrait dire, et sont des zadistes, sont, voyez, les clochards que vous retrouvez en teuf. Ces puanteurs, ces gens de peu d'intelligence, parce qu'ils ont lu 1 ou 2 livres de Marx, ça y est, ils maîtrisent l'économie. Ils ont compris comment fonctionne la société. C'est ces mêmes personnes qui, pour certains, ne travaillent pas depuis des années, mais prennent le RSA, mais luttent contre le capitalisme. N'hésitent pas à prendre des transports en commun, à se faire servir de tout ce que la société offre, mais sont contre un capitalisme. Ce que je vous disais, ça ne tient pas la route. Et vous le savez, ce qui fait une nation, c'est sa famille. Vous voyez, c'est-à-dire la formation même des êtres humains, avant qu'ils rentrent dans le socle de la société. C'est l'héritage familial. Et donc après, une culture familiale. Puis, il y a l'héritage de la culture, celle du pays. Et après, il y a d'autres héritages encore que l'on a. Des fois, quand, par exemple, tu as des parents qui sont issus de l'étranger, bah, tu vas hériter d'une double culture. Mais tu feras passer en priorité celle du pays où tu résides. Là est le problème d'aujourd'hui. On l'avait déjà dit, ceux qui brandissent les drapeaux à tout va vont salir la France, vont nous ramener à un passé colonialiste. Mais lorsque tu leur rappelles que dans leur pays, il y a eu par exemple la traite intra-africaine, vont t'expliquer que non, c'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué. Lorsque tu vas leur rappeler les barbaresques et que tu as du Taubira, de la Taubira, qui nous disent « nous ne devons pas aborder ce sujet en histoire, même si ça a touché le peuple français ». Parce que nous ne devons pas faire porter le poids, ce fardeau sur le dos des jeunes arabes, comme elle le dit. Ça s'appelle de la discrimination. Mais celle qu'ils appellent positive, favoriser les autres à la place des nôtres. Et vous le savez, il n'y a plus d'enseignement, c'est-à-dire que l'école s'effondre. Et avant, on avait, page 11, ce qu'elle nous inscrit très justement, puisque c'est une professeure, la disparition de l'instruction pour laisser place à l'éducation. Écoutez ceci. En 1966, soit peu avant la grande bousculade de 68, la pagaille s'était déjà installée dans les universités. On croit souvent que 1968 a déclenché seul le chaos au cœur de la soi-disant paisible institution dénommée instruction publique. Il n'en est rien. Insidieusement, d'invisibles prédateurs avaient depuis longtemps lancé leur filet. En premier, le vocable instruction avait disparu des terminologies officielles. L'admirable éducation nationale s'était imposée sans qu'on y prit garde, nourrissant dans son sein ce concept lénifiant pour certains parents de garderie éducative. Un lieu de vie allait bientôt remplacer avantageusement le lieu d'apprendre. Là où tu allais pour être formé, instruit, ressortir avec des capacités, tu vas aujourd'hui pour te présenter comme dans un McDo ou autre, comme tu es. Et c'est ce qui a d'ailleurs été modifié par la suite. C'est plus un programme qui doit être respecté, c'est plutôt est-ce que tu as transmis un peu de savoir. C'est l'humiliation des professeurs, qui a été en partie effectuée par le gauchisme, qui se situe au sein même de ce corps de métier. Elle met, jusqu'alors, écoliers et lycéens avaient enduré sans protester les tortures de l'apprentissage de la grammaire et de la règle des trois. C'était, paraît-il, une épreuve cruelle pour un enfant normal que cette scolarité contraignante. Celle qui, sur le moment, quand t'es gamin, ne te satisfait pas parce qu'il y a de l'ordre, parce qu'il faut quand même, voyez-vous, se creuser l'esprit. Mais lorsque tu en ressors, tu es compétent. Donc en fait, tu es fier du parcours que tu as accompli. Et c'est comme ça tout au long d'une vie. On a des obstacles. Sur le moment, on n'aime pas, on préfère être dans notre confort, de faire ce que l'on veut. Mais la vie, c'est une question de choix. Si tu choisis de faire ce que tu veux, c'est-à-dire toujours dans la simplicité, sans jamais être dans la contradiction avec l'autre, ou encore dans un métier pénible, ou à devoir apprendre, donc à aller vers l'inconnu. À ce moment-là, t'en restes tétanisé, tu fais du surplace, t'es comme un moteur. Je le disais, vous voyez, les gens qui sont un peu comme un starter, ils sont beaux en fait juste à mettre un peu plus de vent dans le moteur, vous voyez, à faire du bruit, mais ils avancent pas. Et c'est là leur problème, ils ont oublié de passer, vous voyez, l'embrayage et de passer à la suite. C'est le problème de cette société, qui veut stagner au lieu d'évoluer. Et pour évoluer, il faut faire des efforts.
Certaines fédérations de parents d'élèves, certains syndicats d'enseignement et d'enseignants commencèrent à gémir. Il fallait gommer au plus vite ce concept d'effort bien trop douloureux pour leurs chers petits. Pour eux, depuis le plan Langevin Wallon de 1947, qui prétendait abolir toute forme d'élitisme au motif qu'il était forcément au service du capitalisme, les efforts pour niveler par le bas tout le système étaient encore bien trop mous. Incroyable. Ce plan Langevin Wallon, là, je vais essayer de le retrouver. Donc, on est à la base même de l'échec scolaire, de la perte de niveau, jusque-là, au score PISA qui en ressort toujours plus ridicule, dans une forme de lutter contre l'élitisme. La fabrication des crétins, que l'on va d'ailleurs orienter vers l'apprentissage sur tablette. Et les cerveaux fonctionnent moins bien parce que le côté mémotechnique s'applique de moins en moins, puisque le cerveau a compris que l'information est à nouveau disponible sur un autre support. Et que surtout, elle est accessible à tout instant, comme avec Google, qui a fait je ne sais combien de désastres. Donc les gens, ils font moins fonctionner leur mémoire. Ils s'épuisent de moins en moins. Enfin, dans l'effort. Par contre, maintenant, dans ce qu'ils sont, petit à petit, ils viennent à être en péremption, ou en tout cas, dans une forme de cet homme nouveau que l'on peut orienter à bon gré. On veut qu'un jour il consomme tel produit, c'est facile, il est devenu crétin, on va le mettre sous influence. Il n'a plus d'esprit. Il en est, dénué. C'est-à-dire que ces mouvements-là, donc qui viennent du socialisme et de d'autres corporations, organisations plus privées, ont travaillé à supprimer la Trinité, parce qu'en fait, ils sont attaqués à l'Église. Donc la Trinité, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ils en ont arraché l'âme, pour faire des gens qui sont prêts à se faufiler dans tous les drames, dans les clashs, dans le trash. De cette dualité à Descartes, ils les ont menés d'ailleurs après avec les spiritismes et tout ce que l'on veut, les jeux de cartes, à prendre plus de tarot et en arriver à la matérialité, au point pour certains de sortir même à consommer toujours plus, soit ces faux prophètes, ces 10 heures de bonne aventure, ou encore ces gens en fait qui sont de peu de connaissances, qui viennent à les réduire à moins que rien, si ce n'est être une marchandise et un consommateur, l'homme qui consomme l'homme. Et regardez plus loin, donc à la page 12, elle explique l'allègement des programmes pour faciliter l'apprentissage. Donc ce qui leur a été demandé après, c'est les fameux rapports Prost et Peretti vitupéraient une démocratisation bien trop rampante. Ils voulaient dire, on suppose, bien trop lente. Ce fut le début d'une massification qui allait à l'encontre des objectifs généraux de la République, à savoir l'accès à tous, pour tous, à la culture. Ils instituèrent une démarche pédagogique complètement déraisonnable en prétendant que l'allègement des programmes faciliterait l'apprentissage des élèves en difficulté. Et même en ayant allégé les programmes, en les ayant orientés en plus vers tout ce qui s'associe au mouvement gauchiste, au mondialisme, même là, ils n'arrivent pas à avoir des gens qui auraient ce niveau, qui a déjà été tiré vers le bas. Plus loin, elle dira que les instituteurs devinrent des professeurs d'école. Et elle relèvera tout de même, elle nous dit, sans forme de racisme, mais le nouveau visage de la France aussi par l'immigration de gens qui n'ont pas notre culture. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils ne pourront pas par la suite l'obtenir, mais qu'en tout cas quand ils étaient présents à cette époque, ils venaient comme ils étaient. Donc avec des traditions, des coutumes, des comportements qui peuvent s'acclimater à d'autres pays, mais pas à la France. Elle dit « J'arrivais donc un matin dans un chantier au milieu des baraques préfabriquées qui constituaient l'architecture de mon nouvel établissement. Qu'à cela ne tienne, une fois qu'on avait franchi des ornières boueuses et les morceaux de matériaux, on se sentait plutôt bien dans ces salles de classe vastes et claires en carton bitumé. Je devais prendre en main les 6e et les 5e. Beaucoup de mes petits élèves étaient maghrébins. Je me défends d'être raciste, c'est très mal vu, surtout dans l'éducation nationale. Mais j'ai du mal à supporter le machisme des garçons en général, et là, c'était très dur. D'abord, ils me tutoyaient obstinément, et puis, invariablement, ils disaient
Écoutez bien, c'est pas toi qui commandes ici. T'es qu'une femme. C'est le directeur qui est le patron. Au moment où je pensais arriver à les apprivoiser, un roulement de tonnerre parcourut la classe, puis un autre, puis encore un autre, faisant vibrer vitres et cloisons. C'était Aurélie, et là, après, elle explique d'autres phénomènes. Mais c'est pour prouver aussi que l'unité au sein d'une classe pour pouvoir apprendre, c'est petit à petit effrité en plusieurs communautés qui viennent ou non dégrader l'ambiance de la classe, en différents profils qui ont toujours existé. Hein. Les perturbateurs, je pense que de tout temps, il y en a eu. Hein. Les bonnets d'âne, ce genre de choses, c'était des gens qui ne respectaient pas. Mais il y avait la crainte des parents. Quand aujourd'hui, ils se présentent avec leurs darons, daronnes, et qui se comportent comme des barons, comme si la ville leur appartenait et que le professeur devait se soumettre à la volonté de leur enfant. Ils en ont fait des enfants rois, sans compétences, parce qu'eux-mêmes sont des parents qui ont abandonné leur mission. Alors on va en arriver à cette route de la servitude. Je vous ai sélectionné plusieurs passages, et on va aller à la page numéro 5, puisque les gens n'aiment pas qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Mais il n'y a pas tant d'années que la politique socialiste de l'Allemagne était donnée en exemple par les progressistes. Plus récemment, ce fut la Suède qui leur servit de modèle. Tous ceux qui n'ont pas la mémoire trop courte savent combien profondément, pendant au moins une génération avant la guerre, la pensée et les méthodes allemandes ont influencé les idéaux et la politique de l'Angleterre. J'ai passé la moitié environ de ma vie d'adulte dans mon pays natal, l'Autriche, en contact étroit avec la vie intellectuelle allemande et l'autre moitié aux États-Unis, en Angleterre. Voilà 12 ans que je suis fixé en Angleterre et au cours de cette période, j'ai acquis la conviction, de plus en plus profonde, que certaines des forces qui ont détruit la liberté en Allemagne sont en train de se manifester ici aussi et que le caractère et l'origine de ce danger sont, si faire se peut, encore moins bien compris ici qu'ils l'ont été en Allemagne. Et il nous dit que, au cours de cet ouvrage, nous aurons l'occasion de montrer que sur un grand nombre d'autres points, nous paraissons suivre l'exemple de l'Allemagne à 15 ou 20 ans d'intervalle. Le socialisme est un danger. Allons plus loin. Page numéro 16. D'ailleurs, le socialisme, avec son gauchisme, lorsqu'il est un peu en difficulté, il fait quoi ? Il tente de mettre la droite au pouvoir pour lui faire porter le poids, par exemple, d'une guerre qui est en cours avec la Russie, lui faire porter encore le chapeau sur la crise financière à venir, sur la mauvaise gestion du pays, sur l'ultra-violence. Et le socialisme, en fait, il fait quoi ? Il s'accapare tout ce qui existe, tout ce qui a été fait, on va dire, par des nationalistes, des patriotes, ce genre de choses. Il sabote tout, et puis au moment où il voit que c'est trop la crise, il ne porte pas le chapeau. Il refait en sorte que ce soit les nationalistes et les patriotes qui reviennent, qui se fassent taper, voyez-vous, sur les doigts, et qui en viennent à redresser le pays, à nouveau à refaire de la production, retrouver la paix. Et de nouveau, le socialisme revient sur le devant de la scène, récupère, sabote, et c'est un système comme ça qui continue en fait de siècle en siècle. Regardez comment on en est arrivé avec le côté de la crise de 1929. Comment on en arrive encore à voir un marché de l'immobilier, même actuellement en France, surdimensionné, qui n'est plus vraiment lié à l'économie réelle. Parce qu'on fait venir plein de gens. On crée comme ça un bouchon sur les disponibilités, on fait augmenter, et c'est que de la spéculation. Plus il y a de monde aussi, le patronat s'en sort, il pourra tirer ou non les salaires à la baisse, ou en tout cas ne pas les revaloriser, les augmenter. Qui les fait venir ? De nouveau, le gauchisme. Et qui est dans la bourgeoisie majoritairement ? Ces gens justement qui donnent des leçons. Page numéro 16. Tocqueville, qui nous dit... Nous avons peu à peu abandonné cette liberté économique sans laquelle la liberté personnelle et politique n'a jamais existé. Deux des plus grands penseurs politiques du XIXe siècle, de Tocqueville et Lord Acton, nous avaient dit que le socialisme signifie l'esclavage, puisque c'est le communisme. C'est la forme la plus aboutie de l'esclavage.
Tu travailleras toute ta vie, mais rien ne t'appartiendra, puisque ça appartient au bien commun. Tu seras asservi à ce que, entre guillemets, l'État aura décidé. Même si tu pourras faire appel à changer de métier, mais tout dépendra des disponibilités, vous voyez, en fait, on vous force à la tâche. Parce que le gauchisme apprécie critiquer la société et le capitalisme. Quand on est dans une liberté de concurrence et que certains peuvent en profiter, être au RSA, à ne pas travailler, à toucher tout sans rien faire, mais quand on rentre dans leur mouvement communiste, et là c'est différent, c'est tout le monde au travail, tout le monde s'active, hein. Il n'y a plus de feignants, et ce n'est plus permis. Mais nous n'avons cessé d'aller vers le socialisme. Aujourd'hui, nous avons vu une nouvelle forme d'esclavage surgir devant nos yeux. Et c'est à peine si nous nous rendons compte que les deux choses sont liées. La tendance moderne vers le socialisme signifie une rupture brutale, non seulement avec le passé récent, mais encore avec toute l'évolution de la civilisation occidentale. On s'en rend compte en considérant cette tendance, non plus seulement dans le cadre du XIXe siècle, mais dans une perspective historique plus vaste. Nous abandonnons rapidement non seulement les idées de Cobden et de Bright, d'Adam Smith et de Hume, ou même de Locke et Milton, mais encore une des caractéristiques les plus saillantes de la civilisation occidentale, telle qu'elle s'est édifiée sur les fondations posées par le christianisme, par la Grèce et par Rome. Et il y avait même un des livres que j'ai lu qui disait « Après Jérusalem, comme capitale révolutionnaire du monde, et Rome, pareil, voyez, par la réforme chrétienne, quelle sera la ville qui viendra à réformer le monde dans sa conception d'un bien commun, d'une solidarité, d'une répartition des richesses, ce genre de choses. » Ce qui pourrait rejoindre également les ordres marchands de Jacques Attali, qui en parlait dans, je crois, Une brève histoire de l'avenir, il me semble. Allons à la page numéro 19. Tac. Là, j'avais mis Industrie, ouvrons la voie. On va lire l'intégralité au pire. Un des résultats les plus importants de la libération des énergies individuelles a peut-être été le merveilleux développement de la science qui a suivi le mouvement de la liberté individuelle d'Italie, en Angleterre et au-delà. Certes, les facultés inventives de l'homme n'avaient pas été moindres auparavant. On avait su construire un grand nombre de jouets et d'autres mécaniques, cependant que la technique industrielle demeurait stationnaire. D'autre part, les industries qui n'avaient pas été soumises à des contrôles restrictifs, comme l'industrie minière et l'horlogerie, avaient fait de grands progrès. Mais les rares tentatives faites pour étendre l'usage industriel des inventions mécaniques, dont certaines étaient remarquablement perfectionnées, furent rapidement étouffées. Le désir de s'instruire fut frustré, aussi longtemps que des idées dominantes restèrent obligatoires pour tous. Les croyances et l'éthique de la majorité barraient la route à tout novateur. Mais dès que la liberté industrielle eut ouvert la voie au libre usage des connaissances nouvelles, dès que tout homme capable de courir un risque eut reçu la possibilité de tenter n'importe quelle expérience, souvent à l'insu des autorités chargées de surveiller l'enseignement, alors, et alors seulement, la science put faire les immenses progrès qui, au cours des 150 dernières années, ont changé la face de l'univers. Comme il arrive souvent, la nature de notre civilisation a été plus clairement discernée par ses ennemis que par la plupart de ses amis. L'éternelle maladie occidentale, la révolte de l'individu contre l'espèce, comme disait ce totalitaire du XIXe siècle. Auguste Comte a bien été la force qui a construit notre civilisation. Ce que le XIXe siècle a ajouté à l'individualisme de la période antérieure a simplement consisté à donner à toutes les classes la conscience de la liberté, à développer systématiquement et sans discontinuité ce qui s'était répandu au hasard et par place, enfin, à faire passer l'Angleterre et de Hollande à la plus grande partie du continent européen. Donc après, on dit, le résultat dépassa ce qui était espéré. Page numéro 23. J'ai marqué une refonte totale de la société.
La lenteur des progrès de la politique libérale, la juste irritation contre ceux qui se servaient de la phraséologie libérale pour défendre des privilèges antisociaux et l'ambition illimitée que légitimaient en apparence les améliorations matérielles déjà atteintes, tout cela fit que vers la fin du siècle, la croyance dans les principes essentiels du libéralisme fut de plus en plus abandonnée. Les résultats atteints apparurent comme une possession sûre et impérissable, acquise une fois pour toutes. Le peuple fixa son regard sur les exigences nouvelles dont la rapide satisfaction paraissait entravée par l'adhésion aux vieux principes. On admit de plus en plus qu'un nouveau progrès ne pouvait être atteint dans le cadre qui avait permis les premiers progrès et qu'il fallait une refonte totale de la société. Il ne s'agissait plus d'augmenter ou d'améliorer l'outillage existant, mais de le mettre tout entier au rebut et de le remplacer. Et comme les espoirs de la nouvelle génération se concentraient sur quelque chose d'entièrement nouveau, on s'intéressa de moins en moins au fonctionnement de la société existante, et on le comprit de moins en moins, ce mécanisme. Et moins nous comprenions le fonctionnement du système, de la liberté, moins nous nous rendions compte de ce qui dépendait de son existence. Qu'est-ce qui dépend de l'existence de la société et de sa liberté? Et en fait, on voit que ces réformateurs qui veulent faire le grand reset, le grand recommencement, pouf, remettre à zéro, et ériger des choses nouvelles sans prendre en considération ce qui était déjà en place, se sont conscientisés à vouloir faire des castes. Et on l'a vu. Dans la réforme de l'école, là, il a été dit qu'il fallait faire en sorte d'abaisser le niveau, comme ça on n'a pas de classes d'élite qui sont assez intelligentes pour se structurer et avoir plus de possessions que d'autres, à servir certains. Mais ces réformateurs, eux, se veulent la seule caste, voyez-vous, qui viendra à faire le relais des vrais livres, des ouvrages qu'on ne trouve même pas en bibliothèque, d'informations qui les ont travaillées pour une société nouvelle. Et la masse, elle, ne comprendrait rien, elle serait seulement comme l'océan, voyez-vous, la houle au gré du vent, quoi, qui vient se fracasser de temps à autre avec violence contre les rochers. Il y a d'autres moments, vient se retirer, peut-être en quantité, en principe de population, ou je ne sais quoi encore. Page numéro 27. Donc là, on arrive à la grande utopie. Le socialisme autoritaire. Ce qui fait de l'État un enfer, c'est que l'homme essaie d'en faire un paradis. Hölderlin. Le fait que le socialisme ait supplanté le libéralisme dans l'esprit de la majorité des gens, épris de progrès, ne signifie pas simplement qu'on avait oublié les avertissements des grands penseurs libéraux du passé sur les conséquences du collectivisme. Cela est arrivé parce qu'ils ont acquis des convictions exactement contraires aux prédictions de ces penseurs. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce même socialisme, en qui, non seulement, on avait de bonne heure reconnu le plus grave danger pour la liberté, mais encore qui avait débuté tout à fait ouvertement comme une réaction contre le libéralisme de la Révolution française, ce même socialisme se fit adopter par tous sous le drapeau de la liberté. C'est comme antifascisme, c'est en fait être un facho. Comme ils disent, on ne débat pas avec la droite. Ils viennent à faire de la violence, ils arrachent des drapeaux français, ils vont casser des bars parce que ça appartient à un patron qui dit voter à droite. C'est des fachos. Ils ne s'en rendent même pas compte, ils sont pris, comme on le disait, dans l'événement de la troisième vague, à la taux de stresseur. Les écrivains français, qui posèrent les fondations du socialisme moderne, étaient convaincus que leur idée ne pouvait être mise en pratique que par un gouvernement dictatorial. Et c'est ce que rêve, par exemple, Mélenchon avec une 6e République. C'est moi la République. C'est moi. Voyez, on sent déjà la figure autoritaire qui ne veut pas se laisser faire, inspiré d'un Lénine, inspiré même d'un Staline. C'est ce genre de choses, ou d'un Mao Tse, même s'il y a eu, on va dire, des comportements un peu différents. Mais c'est l'idée même qui serait un leader suprême, la gouvernance absolue, celle qui viendrait faire soi-disant une redistribution sans même l'avoir planifiée, avoir montré un moindre programme réalisable. Parce que c'est beau de dire à droite, vous avez voté contre l'augmentation d'un SMIC à 1 300 €.
Plus que ça, excusez-moi, 1004, 1005, je ne sais plus exactement combien ils avaient proposé. Mais c'est bidon. Parce que plus tu vas augmenter les salaires, tu peux le faire. Et la droite, ils pouvaient rentrer dans le jeu stupide de cette gauche. Mais ça veut dire que derrière, les patrons, comme ils vont payer plus cher, leur produit à créer, il va être plus cher. À le mettre sur le marché, tous les intermédiaires, c'est pareil. Donc au final, ça revient au même. Mais tu as les stupides gauchistes qui ont du mal à comprendre ça, qui disent, regardez, la droite, ils ont voté contre une augmentation. Mais est-ce que tu as réfléchi à comment fonctionne le système économique, au lieu de vouloir donner des leçons aux uns et aux autres? C'est là à nouveau le problème. Et ils sont dans un effet de conditionnement. Et pour s'en persuader, de ce mépris en réalité que Mélenchon a pour ses électeurs, il suffit seulement de voir la vidéo sur Twitter, quand il est avec Louis Boyard à côté, et qu'ils invitent les gens à voter. Surtout, n'écrivez pas sur les documents. Et rappelez-vous, il faut bien mettre son réveil pour se réveiller. Et en dehors de ça, si vous n'avez pas votre comment dirais-je, titre pour aller voter, en tout cas votre carte d'électeur, pensez à avoir une pièce d'identité. Et puis Louis Boyard d'ajouter, on peut même avoir la carte vitale. Et Mélenchon de le regarder suspicieusement, en mode attends, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on a le droit? On n'a pas le droit? Donc ignorant la loi en fait, ignorant le droit entre guillemets. Et c'est ça qui veut nous gouverner. Rien que la façon dont ils ont eu déjà... Vous voyez, moi je suis un électeur, par exemple, imaginons que je vote pour ce parti. Je vois qu'un des dirigeants, donc, qui est censé prendre le pouvoir, me parle comme ça déjà à moi, à son adhérent, je n'ose imaginer ce qu'il pourrait faire des autres. Et donc, la défaillance totale d'un mode de gouvernement. Parce que d'un côté c'est ultra autoritaire et de l'autre ça prend les gens pour des crétins et ça leur parle dans un langage comme si c'était des maternelles face à eux. Un public qui n'aurait même pas l'âge de voter, ni la conscience et on va dire et la cérébralité pour pouvoir faire comme tout individu normal, quoi. Il sait qu'il y a des élections, il sait se lever, enfin vous voyez, il y a des choses lambda, quoi. Et à nouveau, ce livre-là prouve que leur utopie peut se réaliser que par la dictature et la tyrannie. Donc, les bottes, le bruit de bottes qu'on va entendre, les têtes écrasées, les pauvres étrangers jetés dans la Seine, ce genre de choses, ça n'existe pas. Hein. C'est que des spéculations et ils surfent sur la peur. Ils font ce qui s'appelle une stratégie du choc. Est-ce que vous avez entendu, il y a des groupuscules, peut-être de 10, 20, 50 personnes, qui sont sortis masqués avec des drapeaux. Mais tu les as pas entendus scander qu'ils allaient tuer des étrangers, ni qu'ils allaient agresser les gens. Ils appellent seulement à la sécurité. Et encore ça, c'est les plus extrêmes. Vous voyez, les autres, comme moi par exemple, je peux être à droite, on dit on veut de la sécurité. On veut des gens qui viennent sur le territoire majoritairement pour travailler. Ou pour trouver de la sécurité s'ils sont en danger. Donc on ne ferme pas le pays, on n'est pas stupide à dire on va mettre des barrières, on fait, voyez-vous, carrément toute une frontière où personne ne peut la franchir, on met du barbecue. Non, calmez-vous, c'est pas ça dont on parle. On dit de réguler les flux, de ne pas laisser des OQTF sur le territoire. En fait, juste de faire des choses qui vont de soi, par principe. Quiconque est normalement constitué viendrait à trouver ça logique. De ne pas avoir trop de profiteurs, d'avoir un juste équilibre, ou en tout cas de tendre vers ça, au niveau par exemple des habitations à loyer modéré, que ce ne soit pas à 80-85% que des Français d'origine étrangère ou des immigrés, mais que ça profite aussi aux autochtones. C'est bien d'autres choses encore. Mais ça, quand tu en parles, ça devient insolent. Quand on dit, on revendique de faire du français, de retrouver, voyez-vous, une production, une industrie française. Déjà pour la fierté de ton pays, pour créer de la dynamique et éviter qu'il y ait trop de chômage. Mais ça permet également de ne pas avoir tous ces gens en bout de chaîne qui sont dans d'autres pays, à l'autre face du globe, en sous-nutrition, qui sont justement asservis à ce côté, voyez, de la manufacture. Ils occupent un poste et toute la journée, même enfants, il n'y a pas de conditions dans d'autres pays. Et ces gauchistes, ils n'hésitent pas, hein, à commander sur AliExpress, Temu, Shein, ce que tu veux, ça ne les dérange pas. Parce que c'est lutter contre le capitalisme, que ça coûte pas cher, c'est ça? Ils ne sont même pas droits dans leurs bottes.
Mais par contre, ils veulent les faire, allez-vous, avec pourquoi pas des tonfas, les faire frapper, impressionner les gens. Mais ils peuvent user d'autant de violence qu'ils veulent. On ne pliera pas à leurs ordres. Et par contre, à la différence, c'est que nous, on le fera dans l'élégance à la française, dans la classe, vous voyez, dans la philosophie, pas forcément celle des Lumières, mais en tout cas, dans un état d'esprit qui est grandi. Pas qui en est encore à vouloir jouer des points, à faire la bagarre. Ça, c'est les gamins, c'est ceux qui n'ont pas d'intellect. Regardez la suite. Donc, la dictature, c'est leur seul moyen de s'imposer, et on le voit, même quand ils n'ont pas le pouvoir, ils le font par des petits groupes, en plus financés par des ONG, par des fonds privés, par ce genre de choses. On pense à Soros notamment. Mais pas que. Alors, c'est pas le complot de Soros, mais tout de même, on voit la main de Soros pour déstabiliser nos nations, que ce soit par le financement et la pression qu'il met avec les ONG, et que ce soit aussi à l'époque quand il a spéculé sur les systèmes monétaires européens, et qui nous a forcé à aller justement sur l'euro. C'est une honte, défendue toujours par les mêmes, qui vont te le présenter en figure de proue de la philanthropie. Page 30. Il y a une similarité entre communisme et fascisme. Cependant, depuis quelques années, les gens les plus inattendus se sont mis à exprimer de nouveau les vieilles appréhensions sur les conséquences imprévues du socialisme. Les uns après les autres, les observateurs qui s'attendaient à tout le contraire ont été frappés de l'extraordinaire ressemblance qui existe à beaucoup d'égards entre la vie en régime fasciste et communiste. Cependant, que les progressistes en Angleterre et ailleurs continuaient à s'abuser en considérant communisme et fascisme comme des pôles opposés. De plus en plus de gens se demandaient si ces nouvelles tyrannies n'étaient pas l'aboutissement des mêmes tendances. Les communistes eux-mêmes ont dû être ébranlés par des témoignages comme celui de M. Max Eastman, le vieil ami de Lénine, qui a été obligé de reconnaître que, je cite, « Au lieu d'être meilleur, le stalinisme est pire que le fascisme, plus cruel, barbare, injuste, immoral, antidémocratique. Aucun espoir ni scrupule ne le rachète. » Et plus loin de dire « Il est proprement un super fascisme. » Fin de citation. Et lorsque nous voyons le même auteur reconnaître que, je le cite à nouveau, le stalinisme est le socialisme, en ce sens qu'il constitue un accompagnement inévitable, encore qu'inattendu, de la nationalisation et de la collectivisation sur lesquelles on comptait pour édifier une société sans classe. Cette conclusion est très significative. Allons à présent, donc à la page 31, j'avais nommé ça, et Chamberlain sur le socialisme. Alors attendez, on va aller un peu plus loin. Tac, tac, tac. Monsieur W.H. Chamberlain, qui, au cours de 12 années passées en Russie, comme correspondant de presse américain, vit son idéal mis en pièces, avait résumé les conclusions de ses observations en Russie, en Allemagne et en Italie, en déclarant que, je le cite, « Le socialisme est certainement, tout au moins à son début, la route qui mène non à la liberté, mais à la dictature et aux contre-dictatures, à la guerre civile la plus féroce. Un socialisme accompli et maintenu par des moyens démocratiques paraît définitivement appartenir au monde des utopies. » Fin de citation. De même, un journaliste britannique, M. F.A. Voigt, après plusieurs années d'observation en Europe, conclut que, je le cite, « Le marxisme a mené au fascisme et au national-socialisme, parce que, dans l'essentiel, il est le fascisme et le national-socialisme. » Fin de citation. Et M. Walter Lippmann de conclure, spécialiste en propagande, « La génération à laquelle nous appartenons apprend aujourd'hui, par l'expérience, ce qui arrive quand les hommes renoncent à la liberté pour une organisation coercitive de leur affaire. Ils se promettent l'abondance, mais doivent y renoncer. Plus il y a de directions organisées, plus la variété des fins doit faire place à l'uniformité. C'est la vengeance de la société planifiée et du principe totalitaire. » Le planisme dont on va parler est cette soumission à un État dictatorial qui nous rappelle également l'affaire des passes sanitaires, des invitations à la vaccination, de la coercition exercée pour que tu ne puisses pas être dans ton état de liberté, de savoir ce qui est bon pour toi,
de façon éclairée et d'émettre ton consentement de façon libre. Au contraire, ils ont forcé la main. Et il ne me semble pas avoir vu beaucoup d'LFI ou de gauchistes socialistes se mobiliser contre cette mascarade. Bien au contraire, ils dénonçaient même les mouvements dits complotistes. Ces complotistes de parler que ce virus a fait 0,0, voyez encore, % de morts. On n'est même pas 1%. Et dedans, dans ces chiffres, on l'a très bien vu, on peut les décortiquer. Il y a même certains agents de plateaux télévisés, des médecins qui sont moins souvent en cabinet que sous les projecteurs, qui sont revenus auprès de leur auditeur pour s'excuser et dire qu'ils avaient peut-être un peu abusé parce qu'ils s'en étaient remis à des graphiques, à des statistiques qui avaient été établies sur des projections, pas tout à fait fiables. Et ces mêmes gens qui aujourd'hui n'en parlent plus, même si on est des fois dans les mêmes proportions à des niveaux de transmission, qui ont fait une sorte de mea culpa mais sans s'excuser véritablement. Et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il en sera pour tous ceux qui ont reçu des ARN messagers et ce que ça a fait ou non dans leur biologie. Parce qu'on nous a dit, et c'est vrai, ça ne modifie pas l'ADN. Par contre, ça développe des protéines. Donc, si ça entraîne une action dans ton corps, c'est que dans ta biologie, ça a modifié une partie de la structure. Et je ne vais pas rentrer plus en détail pour éviter le strike, mais intéressez-vous à ces affaires. Les contrats signés de façon privée, les citoyens, les êtres humains qui résident au niveau de l'Union européenne, qui demandent des comptes, qui voient qu'il y a des arrangements, Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer ont demandé des comptes, et rien n'est divulgué. Combien ils sont mis dans la poche? La propagande qui en a servi à bon nombre, à mettre des sociétés en place, à les faire fermer et voyez, à prendre de l'argent, ou encore à spéculer en délit d'initié, en ayant conscience que dans leur corporation, organisation, ils se sont tous mis d'accord. Maintenant, il y a la crise, voilà ce que je vais annoncer, voilà ce qu'on va promotionner, et ils se sont retrouvés sur le marché à investir. À la hausse, à la baisse, et comme ça des effets de levier petit à petit pour encaisser. Qui contrôle les marchés? Quand on a vu déjà dans la crise de 2001, il y a eu des anomalies détectées, mais après on nous a dit on ne peut pas vraiment savoir si c'était fait de façon criminelle ou non, même si on a des enquêtes dessus. Mais là, combien en ont profité? Après 2008, rappelez-vous, c'est pareil, la crise des subprimes. Il y en a certains qui ont spéculé. Des hedge funds, je pense à Ray Dalio, qui a fait des milliards, qui vous disent qu'ils ont anticipé et sont passés pour les grands économistes, les analystes de haute qualité. Ils font des livres ou ils passent sur les plateaux télé. Mais ces gens, ils conversent avec qui? Ça, on ne veut jamais creuser les liens. On veut toujours voir le lien d'intérêt entre guillemets, ce qui l'unit par ses financements, mais jamais les liens de réseau qui les ramènent les uns aux autres. Donc qui enquête sur ça? Déjà, aujourd'hui, dans l'état actuel, ceux qui vont mener des affaires journalistiques ou carrément des enquêtes policières pour faire tomber des filières de tel ou tel trafic, jusque même au trafic d'êtres humains, on en a très peu, c'est compliqué, c'est un brouillard inimaginable. Alors pour tomber maintenant sur la tête des élites, c'est une autre affaire, une autre paire de manches. Vous voyez, dans d'autres affaires qui sont bien tues, regardez Jeffrey Epstein. Vous avez eu quelque chose sur le volet français? C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, certains socialistes gauchistes qui ont favorisé les côtés de la liberté, mon corps, mon choix, qui ont tenté d'y greffer leur réseau pédocriminel pour certains, ou leur perversion personnelle. Ça n'a pas fonctionné, ça a échoué. Les Français n'étaient pas assez lobotomisés à cette époque. Aujourd'hui, ils tentent, avec les drag queens, petit à petit de pervertir les gamins, de leur rendre, avec les outils des smartphones, etc., l'accès à la pornographie au plus jeune âge. Même si, normalement, ça devrait être, voyez-vous, légiféré. Parce qu'il y a une loi, 18 ans, je sais pas quoi, mais les sites ne contrôlent pas vraiment. Il y a juste à cliquer, et c'est bon, tu es sur le site. Il n'y a pas de contrôle. Et il y a bien d'autres choses encore pour saboter. Voilà ce que fait le socialisme. Et veut nous mener ni plus ni moins que ce qui se passe dans le meilleur des mondes. Tout le monde appartient à tout le monde. Oh, quelle horreur de coucher et de mettre un enfant au monde après. Il faut seulement le plaisir, entre guillemets.
Voilà pourquoi ils ont aussi, dans cette société de cette marchandisation et de ce socialisme qui, ni plus ni moins, en affront contre la chrétienté, s'est attelé à une démarche de la mort avec les IVG et les IMG, à détruire ce qui était du socle du mariage. C'est également carrément les mis en cavalier pour aller promotionner la PMA, la GPA, et donc, voyez-vous, de détruire même ce que représente la famille, et en allant plus loin encore. En trafiquant l'être humain, en le sabotant, en faisant en sorte que la procréation soit séparée de l'acte sexuel. Comme ça, jouissez, braves gens. Et si vous voulez procréer, par contre, ça sera par une autre filière. Mais jouissez, comme vous êtes des produits, vous passerez par des applications, par l'ordre capital. Vous passerez à nouveau par un épuisement, peut-être par le suivi de psychologue, à force d'en avoir marre, d'être pris et d'être lessivé quelque part, de passer de main en main. C'est tout un ordre. Mais les gens ne le voient pas pour le moment, parce qu'il y en a, certes, c'est plaisant, une rencontre de rencontres, ils pensent que c'est leur liberté. Ils ne voient pas les couloirs qui leur ont été, voyez-vous, imposés vers ces modèles. Et surtout, la dégradation, la situation sociétale. En dehors du climat, de l'environnement, ça, ils ne le voient jamais, la dégradation sociétale des rapports entre les humains. C'est tout un sujet, parce qu'on est sur ça. La route à la servitude. Et tout résume que ce socialisme est un fascisme. Il n'y a pas des socialismes, il y en a un seul. Il est unique et il a une vision universelle, la pensée universelle. Leur dogme qui vient entrelacer toutes les religions pour en faire une seule. Et en plus, qui vient les saboter, parce que c'est faire entrelacer les religions pour y incorporer leur dogme républicain, enfin de leur république platonienne, si vous préférez, c'est-à-dire le côté de, comment dirais-je, de faire accepter les LGBT. Ce qu'ils appelleraient l'Église réformée. Et ils tentent maintenant d'en faire de même, même si c'est tendu, ils y vont, voyez-vous, à petits pas, pour faire accepter ça dans les communautés également des musulmans. Sur la planète. Ils ont même fait le mois des fiertés, pour l'imposer à la vue de tous dans les rues. Et genre, c'est leur mois. Il n'y a pas, voyez-vous, en France, le mois des chrétiens où on pourrait avoir... Non, parce que les religions sont interdites. On est dans un État laïque en France. Oui, laïque quand ça les arrange. Parce que pour moi, le dogme LGBT, c'est ni plus ni moins qu'une religion. C'est devenu un mouvement religieux. Ils n'ont peut-être pas Dieu comme ça, mais justement, là est la forme plus dangereuse. Ils se considèrent eux-mêmes comme des dieux. Comme issus de leur propre création, issus de leur propre pensée, de ce genre de choses. Ce qui n'est pas le cas. Ils sont seulement pilotés. Alors je vous propose d'aller à la page 38. Et j'ai mis donc le planisme qui est demandé. Là, donc, d'autre part, bien des gens qui n'apprécient pas moins que les socialistes les fins dernières du socialisme refusent d'appuyer ce dernier à cause des dangers que les méthodes proposées par les socialistes font courir à d'autres valeurs. La controverse sur le socialisme est ainsi devenue, en grande partie, une controverse sur les moyens et non sur les fins. Bien que la question de savoir si les différentes fins du socialisme peuvent être atteintes simultanément se pose en même temps. Cela suffirait à créer de la confusion. Et la confusion s'est encore aggravée du fait que l'on accuse communément ceux qui refusent les moyens de mépriser les fins. Ce n'est pas tout. La situation se complique encore du fait que les moyens demandés, le planisme économique, qui est le premier instrument de réforme socialiste, peuvent être utilisés à beaucoup d'autres fins. Il nous faut une direction centrale de l'activité économique si nous voulons rendre la distribution des revenus conforme aux idées courantes sur la justice sociale. C'est pourquoi le planisme, c'est comme un agenda, tout est défini. Relève de la planification si vous préférez. Est demandé par tous ceux qui exigent la substitution de la production pour la consommation à la production pour le profit. Mais ce planisme est tout aussi indispensable si l'on veut réglementer la répartition des revenus d'une manière qui nous paraît être à l'opposé de la justice. Que nous souhaitions donner davantage des biens de ce monde à une élite raciale, les Nordiques, ou aux membres d'un parti ou d'une aristocratie,
les méthodes que nous aurons employées seront les mêmes que celles qui pourraient permettre une distribution égalitaire. Il peut paraître injuste d'employer le mot socialisme pour définir ces méthodes plutôt que ses fins, d'appliquer à une méthode particulière un terme qui, pour beaucoup de gens, sert à désigner un idéal suprême. Il vaut peut-être mieux définir les méthodes qui peuvent être employées à un grand nombre de fins diverses par le terme de collectivisme et considérer le socialisme comme une variété de genres. Cependant, quoique la plupart des socialistes n'admettent pour vrai qu'un seul genre de collectivisme, n'oublions jamais que le socialisme est une variété de collectivisme et qu'à ce titre, tout ce qui est vrai du collectivisme s'applique aussi au socialisme. Donc c'est à 38-39 et on va aller à la page 42 sur la concurrence. Puisque, selon cet auteur, il est dit que la concurrence ajuste l'économie, qu'elle nous est favorable, qu'elle permet également les évolutions. Alors, attendez, hop, on va faire ça. Il est important de ne pas confondre l'opposition à cette sorte de planisme avec une attitude de laisser-faire dogmatique. Le libéralisme veut qu'on fasse le meilleur usage possible des forces de la concurrence en tant que moyen de coordonner les efforts humains. Il ne veut pas qu'on laisse les choses en l'état où elles sont. Le libéralisme est fondé sur la conviction que la concurrence est le meilleur moyen de guider les efforts individuels. Il ne nie pas, mais souligne au contraire que pour que la concurrence puisse jouer un rôle bienfaisant, une armature juridique soigneusement conçue est nécessaire. Il admet que les lois passées et présentes ont de graves défauts. Il ne nie pas non plus que partout où il est impossible de rendre la concurrence efficace, il nous faut recourir à d'autres méthodes pour guider l'activité économique. Toutefois, le libéralisme économique est opposé au remplacement de la concurrence par des méthodes inférieures de coordination des efforts humains. Il considère la concurrence comme supérieure non seulement parce qu'elle est, dans la plupart des circonstances, la méthode la plus efficace qu'on connaisse, mais plus encore parce qu'elle est la seule méthode qui permette d'ajuster nos activités les unes aux autres sans intervention arbitraire ou coercitive de l'autorité. En vérité, un des arguments principaux en faveur de la concurrence est qu'elle permet de se passer de contrôle social conscient et qu'elle donne aux individus une chance de décider si les perspectives d'un métier donné sont suffisantes pour compenser les désavantages et les risques qu'il comporte. En clair, si les gens répondent présents pour être dans une branche d'une activité salariée, c'est que pour eux, le salaire convient par rapport, on va dire, aux mésaventures, aux désavantages. Il y a d'autres choses encore qui sont employées. Il y a le côté que cette économie, par la concurrence, laisse le libre choix aux gens. Donc ils vont l'ajuster petit à petit. Alors que si on doit mettre la main de l'État partout, c'est-à-dire qu'il faut des agents qu'on va payer, des dépenses astronomiques, qui en plus galéreront à faire entendre ce que tout le monde veut. Parce que mon intérêt n'est pas le même que le vôtre, comme on l'avait vu l'autre jour, celui d'un salarié diffère du patron. À moins qu'on soit tous dans une pensée universelle. Le danger. C'est pour ça qu'il va mettre plus loin. Attendez. Mais c'est à juste titre que les exigences négatives, les points sur lesquels la coercition ne doit pas être employée, ont été spécialement soulignés. Il est nécessaire avant tout que, sur le marché, les parties soient libres d'acheter ou de vendre au prix, quel qu'il soit, auquel elles peuvent trouver une contrepartie, et que chacun soit libre de produire, de vendre et d'acheter tout ce qui est susceptible d'être produit ou vendu. Il est essentiel que l'accès des divers métiers soit ouvert à tous, aux mêmes conditions, et que la loi interdise à tout groupement et à tout individu de tenter de s'y opposer par la force, ouvertement ou non. Tout essai de contrôle des prix ou des quantités de certaines marchandises prive la concurrence de son pouvoir de coordonner efficacement les efforts individuels parce que les variations des prix cessent alors d'enregistrer toutes les modifications des circonstances et ne fournissent plus un guide sûr à l'action
individuelle et enlève l'effet de responsabilité, comme on le voyait l'autre jour. On va aller maintenant à la page donc 43, j'avais mis savoir, ça c'était pas mal, donc ça continue. Toutefois, cela n'est pas nécessairement vrai des mesures que se contentent de restreindre les méthodes de production tant que ces restrictions frappent également tous les producteurs en puissance et ne sont pas utilisées comme un moyen indirect de contrôler les prix et les quantités. Les mesures de contrôle des méthodes de production augmentent évidemment les prix de revient, mais elles valent parfois la peine d'être prises et interdire l'usage de substances toxiques ou exiger des précautions spéciales pour leur utilisation, limiter les heures de travail ou prescrire certaines installations sanitaires, voilà qui est pleinement compatible avec la préservation de la concurrence. La seule question qui se pose à ce sujet est celle de savoir si les avantages ainsi procurés sont plus grands que les dépenses sociales qu'ils entraînent. La préservation de la concurrence n'est pas davantage incompatible avec un vaste système de services sociaux, tant que l'organisation de ces services n'est pas conçue pour rendre la concurrence inopérante. Et il ne faut pas que ça coûte plus cher que le bénéfice que ça apporte à la société. Page 45-46. Donc, utopisme contre la concurrence. Les États n'avaient pas fait grand-chose pour créer une armature juridique appropriée au bon fonctionnement de la concurrence au moment où ils ont commencé un peu partout à la remplacer par un principe différent et inconciliable avec elle. Il ne s'agissait plus de faire fonctionner la concurrence et d'y ajouter ce qui lui manquait, mais de la supprimer entièrement. C'est une chose qu'il faut établir très clairement. Le mouvement moderne en faveur du planisme, donc du socialisme, est un mouvement dirigé contre la concurrence en tant que tel. Un nouveau drapeau auquel se sont ralliés tous les vieux ennemis de la concurrence. Toutes sortes d'intérêts essaient aujourd'hui de rétablir, sous ce drapeau, des privilèges que l'ère libérale avait balayés, mais c'est la propagande socialiste en faveur du planisme qui a remis en honneur, chez les esprits libéraux, l'opposition à la concurrence et qui a étouffé les soupçons vigoureux que toute tentative faite pour la concurrence provoquait auparavant. Ce qui unit en fait les socialistes de gauche et de droite est cette hostilité commune à la concurrence. C'est leur désir commun de la remplacer par une économie dirigée. Le planisme, donc on l'a vu, la gestion de l'économie, l'imposition d'une ligne directive avec un objectif qui est unique. Les mots capitalisme et socialisme sont toujours généralement utilisés pour désigner la société d'hier et celle de demain. Ils dissimulent plutôt qu'ils n'élucident la nature de la transition que nous traversons. Cependant, bien que toutes les transformations que nous observons tendent vers une direction totale et centralisée de l'activité économique, la lutte universelle contre la concurrence promet de donner avant tout un résultat à beaucoup d'égards encore pire, un état des choses qui ne peut satisfaire ni les planistes, ni les libéraux, à savoir une sorte d'organisation syndicaliste ou corporative de l'industrie, dans laquelle, écoutez bien, la concurrence est plus ou moins supprimée, mais où le soin de faire les plans est livré aux mains des monopoles indépendants de chaque industrie. Donc, dans chaque industrie, il y aura des monopoles, et ça sera eux qui prendront les décisions. C'est là l'inévitable premier résultat d'une situation dans laquelle les gens sont unis pour détester la concurrence, mais ne s'accordent pas sur grand-chose d'autre. En détruisant la concurrence dans une industrie après l'autre, cette politique met le consommateur à la merci des monopoles capitalistes et ouvriers dans les industries les mieux organisées. Allons à présent à la page 62. On avance un peu. Et après, on se rendra sur la notion... c'était dans Engels, tout existe ou n'existe pas. Ça, je pense que je vais vous la réserver en dehors de l'homme moderne. Plutôt dans la conscience de qu'est-ce que l'homme. Et avec un grand H, bien évidemment.
62. Les hommes désireux de planifier sont dangereux. Ok. Je ne veux pas là sous-estimer la grande valeur pragmatique de ce genre d'homme dans une société comme la nôtre. Il mérite toute notre admiration. Mais les hommes les plus désireux de planifier la société seraient les plus dangereux si on les laissait faire et les plus intolérants à l'égard du planisme d'autrui. Du saint idéaliste unilatéral au fanatique, il n'y a souvent qu'un pas. C'est le ressentiment du spécialiste déçu qui donne au planisme son élan le plus vigoureux. Mais le monde le plus insupportable et le plus irrationnel serait celui où on laisserait les spécialistes les plus éminents dans chaque domaine libres de procéder à la réalisation de leur idéal. La coordination ne serait pas davantage devenir une nouvelle spécialité, comme paraissaient l'imaginer certains planistes. L'économiste est le dernier à prétendre posséder les connaissances dont le coordinateur aurait besoin. Ce qu'il préconise, c'est une méthode qui permette la coordination sans l'aide d'un dictateur omniscient. Mais elle signifie précisément le maintien de certains de ces obstacles impersonnels et souvent inintelligibles aux efforts individuels contre lesquels tous les spécialistes se rebellent. Page 66. Ça ramène à l'idée que ni à droite, ni à gauche, il y a que des bienfaiteurs ou que des égoïstes. On a des besoins qui nous sont personnels, d'autres qui se rattachent à un environnement dont on a connaissance, la famille, des personnes avec un handicap ou à un certain âge, ou encore avec d'autres problèmes de santé. Ou au contraire, indépendants, donc on n'a pas forcément besoin d'aider. C'est ça qui vient nous forger notre opinion et notre politique, d'une sorte de solidarité, d'un accompagnement vers l'autre. Et ça mène à ce magnifique constat, page 66. Du point de vue de notre problème, il est de peu d'importance que les fins auxquelles un individu s'attache embrassent seulement ses propres besoins individuels ou qu'elles comprennent les besoins de ses semblables, les plus proches ou même les plus éloignés. Peu importe qu'ils soient égoïstes ou altruistes au sens ordinaire de ces termes. Le point important est qu'un homme ne peut embrasser plus qu'un terrain limité, ne peut connaître que l'urgence d'un nombre limité de besoins, que ses intérêts gravitent autour de ses propres besoins physiques, ou qu'il s'intéresse chaleureusement au bien-être de chacun des êtres humains qu'il connaît. Et il ne peut se soucier que d'une fraction infinitésimale, j'ai un peu de mal avec ce mot, infinitésimale, des besoins de l'humanité. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux le connaître. C'est là le fait fondamental sur lequel repose toute la philosophie de l'individualisme. Cette philosophie ne part pas, comme on le prétend souvent, du principe que l'homme est égoïste et ou devrait être égoïste. Elle part simplement du principe incontestable que les limites de notre pouvoir d'imagination ne permettent pas d'inclure dans notre échelle de valeur plus d'un secteur des besoins de la société tout entière et que puisque, au sens strict, les échelles de valeur ne peuvent exister que dans l'esprit des individus, il n'y a d'échelles de valeur que partielles, échelles inévitablement diverses et souvent incompatibles. De ce fait, l'individualiste conclut qu'il faut laisser l'individu, à l'intérieur des limites déterminées, libre de se conformer à ses propres valeurs plutôt qu'à celles d'autrui. Chacun a sa propre utopie. Mais personne ne serait dans la condition absolue de l'imposer aux autres. Il devra tendre à rendre le monde meilleur, mais pas à créer le meilleur des mondes ou le monde des meilleurs. Et c'est ce que je ramenais au livre La guerre ouverte contre les peuples, quand j'expose, au travers de ce recueil, plus de l'ajout de ma plume, des analyses, de la compréhension de comment se dirige le monde, des décideurs, des saboteurs. On en vient aussi à voir que ce que l'on pourrait proposer, si l'on rentrait dans l'interdiction de certaines mœurs, ou encore dans des actions dirigées, dans une économie limitée, et de bien d'autres choses encore, dans une éducation assez stricte, ne conviendrait pas forcément aux autres. Et c'est là tout le problème de la gouvernance, quand l'homme, pour ma part, je pense, oublie dans sa modernité, se met dans une impasse, qui avait un créateur, mais préfère
toujours observer seulement le progrès humain. Quand l'homme pense qu'il peut gouverner l'homme, là on est déjà dans un problème de confrontation et de conflictualité, puisque deux esprits qui n'ont pas atteint la perfection viendront à trouver des défauts chez l'autre et à vouloir se confronter, se battre ou même à anéantir l'adversaire. Par orgueil, par jalousie ou par incompréhension. Après, ça va plus loin dans son analyse. Je reviendrai de toute façon sur ce livre, que je n'ai pas terminé, je suis à la page 110, mais déjà, c'est une belle présentation, on va dire, pour axer un peu les choses. Page 77, donc là, il nous dit « Seul le capitalisme permet la démocratie ». Où c'est que j'ai vu ça ? Tel est le prix de la démocratie. Mais dans une société dont le fonctionnement dépend d'un plan central, ce contrôle ne peut être subordonné à une majorité capable de se mettre d'accord. Il est alors fréquemment nécessaire d'imposer au peuple la volonté d'une minorité, parce que cette minorité est le groupe le plus important capable de se mettre d'accord sur la mesure à prendre. C'est ce qu'on observe. Hein. C'est la dictature de la minorité aujourd'hui. La minorité non-genrée, la minorité wokiste, la minorité socialiste, la minorité de ci et de ça, qui commence à nous les gonfler. Et des fois même des groupes qui se nomment minorités, mais qui deviennent majoritaires. Mais on doit toujours les nommer minorités, ou encore exclus de la société, ou discriminés, ou ce genre de choses, sans jamais qu'ils attestent de preuves. Mais les assertions vont de bon train, et doivent, au fur et à mesure, comme l'eau passe sur un rocher et vient à le tailler, au fur et à mesure, comme ça, justement, ils doivent tailler ce qui restait du menhir chrétien, hein, si je ramène un peu à la Gaule et voyez Astérix Obélix, on va dire dans ces irréductibles personnages, voyez, ceux qui tiennent encore coûte que coûte les valeurs, ont les pieds à terre, la tête dans les cieux, guidés par Dieu, ces gens-là, on voit que nous sommes peu nombreux et qu'une multitude veulent justement, comme l'eau passe, voyez-vous, sur la pierre et vient lui donner une certaine forme, veulent nous modifier. Ils veulent qu'on se mette, qu'on s'adapte à leur moule. Ça ne passera pas. Le gouvernement démocratique n'a pu réussir que partout où la liberté de discussion permet l'accord, et le grand mérite de la doctrine libérale est d'avoir réduit le nombre des sujets sur lesquels l'accord est nécessaire à un seul, qui est précisément celui dans lequel l'accord est le plus réalisable entre hommes libres. On dit souvent aujourd'hui que la démocratie ne tolérera pas le capitalisme. Si le mot capitalisme même, signifie un système de concurrence fondé sur la libre disposition de la propriété privée, il faut se rendre compte que seul un tel système permet la démocratie. Lorsque le régime est dominé par une doctrine collectiviste, la démocratie finit inévitablement par se détruire elle-même. Après, il y a la page 82, il y avait un paradoxe de vanter. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais mis ? Paradoxe. Les règles définies annoncent d'avance quelle sera la réaction de l'État dans les circonstances déterminées. Ces règles sont conçues en formule générale, sans viser un moment, un endroit ou une personne particulière. Ce qui ramène aux formules, c'est leurs incantations, c'est leur occultisme qui veut te priver de ta spiritualité. À nouveau, te ramener à des courants jusqu'aux conversations avec des morts, soi-disant. C'est le côté de nous ramener de toute façon à cette société, comme le disait d'ailleurs, parce que tout est planifié, c'est l'objectif. Donc il y a un quota d'êtres humains, le principe de population, il y a des ressources définies. Qui prendra les miettes ? Parce que la juste répartition, encore une fois, est impossible à réaliser. Et dedans, on va arriver à un paradoxe, vous allez voir. Le fait de savoir que dans telle circonstance, l'État agira de telle manière ou exigera tel comportement de l'individu, le robot, tu te comportes comme ça, pas autrement. Tu es le bon ou le mauvais citoyen, mais si tu es le mauvais, tu es interdit d'accès à telle zone. Ces zones-là sont nommées des safe, des zones sécurisées. Safe City, ces villes sécurisées. Big Brother, Big Mother, tout y est. Le grand frère qui regarde d'un œil ce que tu peux faire,
pour te tirer l'oreille et Big Mother qui contrôle tes sentiments. Est-ce que tu as peut-être un petit peu de colère ou est-ce que tu es dans un état, voyez-vous, qui ne peut pas correspondre avec ce qui est demandé par rapport au comportement adopté? On y rentre. Donc les règles définies dans des circonstances inconnues pour des desseins de leur choix sont véritablement des instruments utilitaires. Le plus important critère de la règle formelle, dans le sens où nous employons le terme, réside dans le fait que nous ne savons pas quelle sera son efficacité, à quelle fin particulière elle servira, nous ne savons pas quelles personnes en bénéficieront. Elle a été formulée pour le bien probable de tous les hommes dont elle réglera l'existence. Elle n'implique pas une préférence pour des fins ou des gens particuliers, puisque personne ne sait qui s'en servira, ni dans quelles circonstances. Aujourd'hui, nous avons tendance à admettre que des phénomènes rigoureusement contrôlés sont les seuls que l'on puisse accepter. Il peut paraître d'autant plus paradoxal de vanter les avantages d'un système social en raison de notre ignorance de ses effets. Comment vanter, par exemple, une meilleure gestion du pays avec une 6e République quand on n'en connaît même pas les effets? Et c'est là le problème de ces gens. Cette considération est l'axiome même du grand principe libéral, chose dont on n'a plus à prouver, de la règle de la loi. En poursuivant l'examen de la question un peu plus loin, le paradoxe apparent se dissipera rapidement. Et là, 86, disparition de l'état de droit, qui nous est inscrit comme tel. La pénétration progressive de ces formules vagues dans la législation et la jurisprudence pourrait fournir les éléments d'une véritable histoire du déclin de la règle de la loi, de la disparition du Rechtsstaat, de l'état de droit. On y verrait comment cet envahissement de l'arbitraire a rendu les lois incertaines, les a fait mépriser et les a réduites au rang de simples instruments de la politique. Sous ce rapport, il est essentiel d'insister une fois de plus sur le fait que ce processus de déchéance de la règle de la loi était en cours en Allemagne quelque temps déjà avant l'avènement d'Hitler. La tendance vers un planisme totalitaire était déjà bien avancée. Hitler n'eut qu'à compléter la tâche. Il n'est pas douteux que le planisme implique nécessairement une discrimination délibérée entre les besoins des individus, permettant aux uns de faire ce qu'on interdit aux autres. Il faut que la loi fixe la richesse à laquelle certaines catégories de gens ont droit, codifie ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas posséder. Ça ferait penser limite à le film, la série là, comment elle s'appelle? Space Spiral. Ça a un nom tout comme, vous voyez, c'est mince. C'est comme pour les crustacés ou ce genre de choses, vous voyez, quand ils sont creusés à l'intérieur et ça ramène dans des souterrains. Là, c'est la même chose. C'est un nom spécial, je ne l'ai plus en tête, mais c'est une série qui montre qu'il y a certains artefacts, des items, vous voyez, des objets qui sont interdits. Là, dans leur société que les socialistes veulent, peut-être que des livres seront interdits. À la différence de la démocratie, qui interdit seulement tout ce qui fait appel à la haine, voyez-vous, mais qui laisse le libre choix, la libre édition, sous le socialisme, tout ce qui est de droite, c'est considéré comme facho, donc interdit. Tu ne dois pas le posséder ni chez toi, ni une référence, voyez, un pins ou ce genre de choses, interdit. Les mêmes qui donnent aujourd'hui des leçons à l'Assemblée nationale. Ceci signifie en réalité un retour au statut, un renversement du mouvement des sociétés progressives, qui a été, selon la phrase célèbre de Sir Henry Maine, et je cite, « Jusqu'à présent, le mouvement du statut au contrat ». Nous devons indiscutablement considérer la règle de la loi, plus encore que la règle du contrat, comme la véritable antinomie de la règle du statut. C'est la règle formelle de la loi, c'est l'absence de certaines catégories de gens privilégiés qui garantit l'égalité devant la loi. Page 92, on a Wells, que vous devez certainement connaître pour, vous savez, l'invasion des robots, la guerre des machines, la guerre des mondes, je crois, un truc comme ça, qui avait été lu d'ailleurs à l'époque par un autre, je crois, comment il s'appelait, Welsh, un truc comme ça, je ne sais plus comment il se nommait, mais bref, qui était quelqu'un qui était à la radio, qui avait fait paniquer les gens, fausse invasion.
Et ben, ce Wells-là qui a écrit cette guerre-là, avait invité un nouvel ordre mondial, parlant d'une conspiration, etc. Et il se retrouve cité dans ce livre, page 92. Rien ne démontre d'une façon plus saisissante la confusion où aboutissent nos intellectuels sous l'effet de leurs croyances simultanées et contradictoires que l'exemple de M. H. G. Wells. Tout en étant grand partisan d'un planisme total et centralisé, il s'emploie avec ardeur dans ses écrits à lutter pour les droits de l'homme. Les droits de l'individu que M. Wells cherche à conserver détruiraient pourtant infailliblement le planisme qu'il appelle de ses vœux. Dichotomie toujours de ces gens. On a l'impression qu'il soupçonne l'existence du dilemme, je cite. C'est pour cela que les thèses de sa déclaration des droits de l'homme sont noyées par les qualificatifs qui en restreignent le sens et privent cette déclaration de toute signification. Ainsi, par exemple, sa déclaration proclame, je cite, « Chacun doit avoir le droit d'acheter ou de vendre sans restriction aucune tout ce que la loi permet de vendre ou d'acheter. » Voici une formule excellente. Mais il en ajoute aussitôt une autre qui rend la précédente complètement illusoire. La ferme des animaux. On établit des lois, puis on y met des paragraphes en plus, des lettres, des phrases qui viennent en modifier le sens, privilégient certains et abolissent le droit des autres. Là, il nous met, je cite, « Mais on ne pourra acheter et vendre que dans des quantités et dans des conditions compatibles avec le bien-être général. » Mais alors, qui définit le bien-être général ? Mais toutes les restrictions imposées aux transactions commerciales sont considérées comme nécessaires du point de vue du bien-être général. Prenons un autre exemple. La déclaration affirme que, je cite, « Tout homme peut s'occuper d'un travail honnête, prendre un emploi salarié et choisir, d'une façon générale, entre toutes les carrières qui lui sont ouvertes. » Fin de citation. Mais on ne dit pas qui décide de la question de savoir si tel ou tel emploi est ouvert à une personne déterminée. L'additif du paragraphe disant, je cite, « L'individu peut réclamer l'emploi et sa demande sera, devant tous, examinée, acceptée ou rejetée. » Fin de citation montre clairement que M. Wells envisage l'existence d'une autorité qui tranche la question de savoir si un individu possède ou non des titres à occuper une situation. Quelles sont ses aptitudes ? Et à ce moment-là, est-ce qu'on se renvoie sur... Comment il s'appelait ? Julian Huxley. UNESCO, que je vous ai déjà lu, et les aptitudes des humains sont définies par la biologie. Tu exerceras telle activité, tu seras formé dans tel métier, mais tu ne feras pas n'importe quoi. Tu ne te perdras pas en fait dans des loisirs, des cursus qui ne t'apportent rien puisque ta biologie déjà t'a condamné dès ta naissance. Cela signifie évidemment le contraire du libre choix de l'emploi. Et comment assurer dans un monde planifié la liberté de déplacement et de migration ? Sinon seulement les moyens de communication et la monnaie sont contrôlés, mais encore si l'emplacement des industries est prévu par le plan. Comment garantir la liberté de la presse si l'approvisionnement en papier et le réseau de la distribution sont contrôlés par l'autorité dirigeante ? Ce sont des questions auxquelles M. Wells et ses confrères en planisme ne répondent pas. Les nombreux réformateurs qui ont combattu depuis les débuts du socialisme la métaphysique des droits de l'individu ont montré plus de cohérence dans leur raisonnement. Ils se sont contentés d'insister sur le fait que, dans un monde rationnellement organisé, il n'y aurait plus de place pour des droits, mais seulement pour des devoirs de l'individu. Cette attitude est devenue caractéristique de nos prétendus évolutionnistes. Tous ayant pour point de gravitation Darwin, Francis Galton, les Huxley et encore des Sanger, etc. Ça y est, on a compris la gravitation du socialisme de cette époque. Cette attitude est devenue caractéristique de nos prétendus évolutionnistes. Il n'y a, en effet, rien de tel pour vous faire traiter de réactionnaire que de protester contre une mesure quelconque en invoquant la violation des droits de l'individu. Un journal libéral, The Economist, a jugé il y a quelques années que les Français avaient compris la leçon.
Donc après, il y a toute une explication. Un gouvernement démocratique, autant qu'une dictature, doit toujours disposer de plein pouvoir in pos, sans sacrifier pour cela son caractère démocratique et représentatif. Cette ombre gênante des droits individuels auxquels le gouvernement ne pourrait porter atteinte en aucune circonstance, même pour les questions administratives, ne doit pas subsister. Un gouvernement librement choisi par le peuple ne peut et ne doit pas admettre d'entrave à son pouvoir législatif, du moment que l'opposition peut pleinement et publiquement exercer son droit de critique. Donc après, il nous met ceci peut être inévitable en temps de guerre, lorsque même la critique libre et publique est nécessairement limitée. Mais le mot « toujours » dans le passage cité laisse supposer que The Economist ne considère pas les pleins pouvoirs comme un mal de temps de guerre. En tant qu'institution permanente, cette extension du pouvoir est incompatible avec la règle de la loi et mène tout droit à l'état totalitaire. C'est pourtant la conception que doit adopter quiconque désire confier au gouvernement la direction de la vie économique, comme le souhaitent les socialistes, marxistes, gauchistes et communistes. Après, il y a la page 95 que j'avais mis. Oh, attends, c'était quoi? On va essayer de se la faire comme ça. L'économie dirigée doit l'être par des moyens totalitaires. Après, j'avais mis la page 96. Beaucoup en sont venus à haïr l'argent comme symbole des restrictions, alors que l'argent permet ta totale liberté. Faut-il encore en avoir, vous me direz? Mais c'est justement ça. Ta liberté de tout faire pour en obtenir, et lorsque tu en as, soit tu restes minimaliste, mais pas pauvre, ou autrement, tu viens à dépenser à te faire plaisir. Mais c'est tes questions de choix. C'est la gestion de ton budget que tu dois apprendre. Ce qui revient à ce que je disais dans les précédentes émissions. Après, j'ai mis la page 99 et 100. Celui qui contrôle toute l'activité économique contrôle en même temps tous les moyens de réalisation destinés à toutes les fins imaginables. Et la page 100, une liberté de choix dans la concurrence face à l'imposition du monopole. On reviendra sur ça prochainement. Je vous remercie pour votre écoute. On aura également le questionnement de qu'est-ce qu'être, puisque dedans, il est question notamment de la reproduction cellulaire. Donc l'humain d'hier ne sera pas le même que celui dans 2 semaines. Physiquement face à toi, oui, mais dans le processus cellulaire, il aura eu des cellules mortes qui seront venues être évacuées, des toxines enlevées, des régénérescences qui seront effectuées, le côté magnifique du corps de la nature. Et il y aura d'autres choses. L'humain d'hier n'est pas le même qu'aujourd'hui et encore moins celui de demain, puisque ses pensées viennent à évoluer. Comment? Par son environnement. Et là, la question vient à se poser, est-ce que l'humain a une sorte de métaphysique avec un esprit? Et si c'est le cas, est-ce que celle-ci peut être attachée au matériel? Est-ce que l'esprit peut être attaché au matériel ou non? Et comment se fait-il que certains en semblent dépourvus? Entre guillemets. On essaiera de creuser la chose. Merci d'avoir été là. Et c'était tout en tout cas pour cette série de la critique de l'homme moderne. On se questionnera prochainement sur qu'est-ce que l'être humain, son langage, ce genre de choses. Je conclurai aussi sur la série du transhumanisme, post-humanisme, avec 2-3 pépites. Donc il y a celui-ci, l'avenir de la nature humaine vers un eugénisme libéral. Il y a le livre de Jean-Pierre Dickès, l'ultime transgression refaçonner l'homme, et la fin de l'humanité, ça y est, que là je viens de terminer, de Jean-Pierre Dickès, technologie nouvelle, robotique, bionique, biologique, génétique, où allons-nous? Et ce qui ramènera à cette conception d'être. Est-ce qu'un humain qui serait modifié et petit à petit amplifié par des technologies serait toujours dans sa condition d'humain? En viendrait-il même à développer plus de compétences et à se rattacher à un autre ordre spirituel, à mesurer l'énergie ou non? Des tas de questions qui restent en suspens. Pour créer un peu de suspense dans vos têtes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour la visibilité et à participer à l'exercice, comme je vous invitais à le faire en début de direct, à me dire ce que vous pensez de l'homme moderne. Faut-il le féliciter? Peut-être avoir un peu de bien et de mal et tenter de le réorienter, ou bien lui dire que là il est complètement dans l'erreur
et il se perd avec trop d'artificiel. Laissons place au naturel. Mais attention, parce que ça ramène après à la faiblesse biologique, celle de la chair, qui ramène à une solidarité qui nous est chère. Ce sera tout pour aujourd'hui. La vérité est notre avenir, et les valeurs sont ancrées, la victoire assurée, et c'est ensemble que l'on va révolutionner le monde. Alléluia.